Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet atelier autour du numérique responsable avec cette double configuration ici à l'agence au Cube. Bienvenue à tout le monde. 45 minutes qui seront suivies d'un déjeuner pour poursuivre les échanges et en live en format webinar. Je suis moi-même Douglas Graglia, directeur adjoint du pôle stratégie d'engagement ici à l'agence EPOCA. Je suis accompagné de Baptiste Depraille, directeur de création digitale. Bonjour Baptiste. Bonjour Douglas et bonjour à tous. EPOCA en quelques mots, c'est une agence de communication corporate. C'est 200 talents qui peuvent vous accompagner sur toutes vos problématiques de communication corporate au sens large, marque employeur, communication financière, communication interne, et vraiment sur toute la chaîne de communication, de la création d'une marque jusqu'à son déploiement sur les différents supports digitaux, réseaux sociaux, mais aussi relations presse ou encore événementiels. Et nous sommes aujourd'hui avec notre invité, notre partenaire, Frugger, représenté par Clémence Laguette, directrice des partenariats. Clémence, je te laisse nous présenter Frugger en quelques mots. Bonjour Douglas, bonjour Baptiste. Frugger, c'est une solution logicielle qui est éditée par Digital for Better. Digital for Better, ça fait bientôt 3 ans qu'on existe et on est une cinquantaine d'experts du numérique responsable. Donc c'est vraiment intéressant de le rappeler puisque on a dans notre échange, dans nos partenariats, vraiment cet accompagnement tant sur la partie conseil que sur la partie outillée. Qui fait vraiment notre force. On est une société de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, labellisée Green Tech et ESUS, donc reconnue d'utilité sociale. Ce qui fait aussi que pour nos clients grands comptes, il y a une vraie politique d'achat engagée à travailler avec nous. Donc voilà, on travaille avec les grandes marques dans différents domaines, que ce soit le retail, le secteur bancaire, le secteur des energy utilities. Surtout, une de nos forces, c'est donc à travers cet outil Frugger, c'est la force du moteur d'analyse. Donc Frugger, c'est un outil SaaS qui permet de mesurer l'empreinte environnementale et sociale du numérique. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à échanger sur le numérique responsable. Et on fait partie de l'ensemble des comités qui réglementent et qui sont en train de créer toutes les normalisations autour justement de qu'est-ce que c'est que l'éco-conception, une communication responsable, etc. Et puis, comme EPOCA, vous aimez beaucoup gagner des prix pour tout votre travail incroyable que vous fournissez auprès de vos clients, nous aussi. Et donc, en 3 ans, on a déjà gagné 17 prix. Et le dernier en date, c'est le prix Innovation remis par EDF. Voilà, en quelques mots. Bravo et merci Clémence, merci pour cette rapide présentation. Merci d'être avec nous donc effectivement pour parler communication digitale plus particulièrement. On va dans ces 45 prochaines minutes vous donner un maximum de bonnes pratiques en la matière et appuyer d'exemples très concrets avec un projet qu'on a piloté, qu'on a produit ici à l'agence, le rapport annuel de L'Oréal dans son édition 2022 sortie il y a quelques semaines, ce qui viendra effectivement montrer très concrètement comment entrer dans une démarche de numérique responsable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques éléments de contextualisation. Nous avions eu l'occasion d'en parler en décembre dernier lors d'un précédent atelier et de vous présenter tout ça dans le détail. Mais effectivement, le numérique n'est pas neutre. C'est vrai qu'il y a ce côté intangible, immatériel, mais pourtant il a un impact fort, et on parle même d'ailleurs d'un triple impact. Triple impact, le premier, c'est un impact écologique, il y a une empreinte environnementale liée à la production des devices qu'on utilise, nos smartphones, nos ordinateurs, les serveurs, etc. Et aussi une empreinte environnementale liée à l'utilisation des services numériques. Pour donner une idée, tout ça réuni, c'est un chiffre que vous avez probablement déjà entendu, ça représente, le secteur du numérique au global représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est l'équivalent, pour donner un ordre d'idée, c'est 2 fois plus que l'aviation civile. Et c'est un chiffre qui devrait doubler si on suit cette tendance d'ici à 2030. Deuxième impact, il est social, à la fois au niveau de l'accès aux services,
tout comme au niveau de l'usage. On pourrait parler d'électronisme qui touche 17% de la population française. On pourrait parler des problèmes liés à l'absence d'accessibilité de certains services numériques ou encore plus en amont des problèmes d'exclusion numérique. On pourrait aussi aborder tous les sujets éthiques autour, et notamment le travail infantile, l'instabilité politique ou encore les conflits autour de l'eau dans les régions où sont extraits les matières premières nécessaires à la fabrication de tous nos devices ou encore sur les lieux d'assemblage de ces appareils. Enfin, le troisième impact, il est économique. Il y a une réglementation aujourd'hui qui change. Elle est encore plutôt incitative, mais elle tend à devenir coercitive pour les entreprises sur tous ces sujets de numérique responsable dans toutes ces dimensions. Un sujet aussi autour de la consommation électrique. On le sait peut-être pas, mais ça représente aujourd'hui, le numérique représente 10% de la consommation électrique mondiale. Donc on comprend que dans le contexte actuel de l'augmentation des coûts de production de l'électricité, les prix s'envolent, les coûts liés à ça s'envolent. On pourrait aussi parler de la raréfaction des ressources, effectivement l'extraction des métaux, des minerais, qui sont eux en quantité limitée, mais qui sont de plus en plus utilisés. Forcément, mécaniquement, plus de demandes dans une offre limitée, ça fait là aussi grimper les coûts mécaniquement. Ou encore les coûts de maintenance ou les coûts indirects qu'on a encore du mal à mesurer sur tout ce qui est lié à la pollution du numérique aujourd'hui. Donc un triple impact et une tendance qui n'est pas forcément bonne. En tout cas, c'est ce que tend l'étude menée par l'ADEME et l'ARCEP qui a été publiée le mois dernier. Une étude sur l'empreinte environnementale du numérique en 2020, 2030 et 2050. Cette étude, qu'est-ce qu'elle montre rapidement en synthèse? Qu'à l'horizon 2030, si les usages continuent de progresser au rythme actuel, donc si on ne change rien, on a un trafic de données qui va être multiplié par 6. On a un nombre d'équipements qui sera à plus 65% en 2030 par rapport à 2020, notamment du fait de l'essor des objets connectés. Tout ça, il en résulterait des augmentations entre 2020 et 2030, ce que l'ARCEP et l'ADEME mettent en avant, de l'empreinte carbone du numérique en France, environ plus 45%, de la consommation des ressources abiotiques, on en parlait, métaux, minéraux, de plus 14%, ou encore de la consommation électrique, plus 5%. In fine, si on pousse encore jusqu'à 2050, et si rien n'est fait, si on reste sur la tendance actuelle, c'est une empreinte carbone du numérique qui pourrait avoir triplé par rapport à 2020. D'où l'importance, évidemment, de prendre en compte ces chiffres-là. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de toute l'étude. Il y a notamment ce graphique que vous retrouverez dans l'étude complète que nous vous invitons évidemment à consulter, qui est très très intéressante. Ce qu'il en ressort, en tout cas dans les différents scénarios qu'ils ont posés, et ce qui ressort de leur conclusion, c'est que le premier levier d'action pour limiter l'impact du numérique, c'est la mise en œuvre de politiques de sobriété. Sobriété, c'est un mot que vous entendez beaucoup, qu'on entend beaucoup, que les entreprises utilisent de plus en plus. Il y a de plus en plus de plans d'action qui sont lancés, des démarches RSE qui sont mises en place et qui sont valorisées, alors surtout au niveau du core business des entreprises. Et l'enjeu pour nous maintenant, nous communicants, nous dans la communication digitale, nous producteurs de services numériques, l'enjeu, il est effectivement que ces politiques, elles se déploient au-delà du core business, elles se déploient vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. La prise de conscience de ce triple impact et le durcissement des réglementations doivent inciter vraiment les entreprises à mieux penser et mieux piloter leurs services numériques. Et il y a une conviction qu'on aime bien partager et qui nous anime ici à l'agence, c'est qu'effectivement, pour être une entreprise crédible, il est nécessaire de proposer une symétrie entre le positionnement de l'entreprise tel qu'il est exposé à ses parties prenantes et l'expérience des dispositifs que vous leur faites vivre. Concrètement, pour le dire autrement, plus une entreprise est engagée, plus elle met en avant sa démarche RSE, plus il est logique, il est attendu, il est cohérent que ces services numériques eux-mêmes traduisent ce positionnement. Voilà pour les quelques éléments de contexte. Peut-être, avant de passer sur le cas pratique, le numérique responsable en théorie, juste quelques petits mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lance un projet digital, on va passer par les étapes assez classiquement suivantes, qu'on fasse de la méthode agile, méthode en V ou de l'hybride.
il y a systématiquement une phase de stratégie, d'expression de besoin, une phase de conception, une phase de design, des phases de développement, donc de code, et puis contrôle qualité, optimisation des performances avant la mise en ligne. Ça, c'est un projet digital classique. Clémence, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ou ce que seraient les grandes étapes d'un projet éco-conçu? Oui, tout à fait. Eh ben, plot twist, les étapes d'un projet digital éco-conçu sont en fait les mêmes. Effectivement, on retrouve l'idée quand on fait de l'éco-conception, c'est de ne pas réinventer la poudre ou l'eau chaude, ou je ne sais plus l'expression exacte, c'est de dire il faut quand même définir ses besoins, il faut cadrer, il faut définir sa conception, sa feuille de route du projet avec ses objectifs, penser à son design, faire les développements et effectuer un contrôle qualité. Alors vous allez me dire, très bien, donc on arrête là, on avait prévu 45 minutes, merci. Non, effectivement, il y a bien sûr des éléments qui viennent s'ajouter, mais c'est surtout ce qu'on exprime ici, c'est de dire il ne faut pas avoir peur de faire de l'éco-conception, ce n'est pas un chamboulement du sol au plafond d'un projet, et donc c'est très facile d'embarquer des équipes dans cette démarche. Et je pense que ça va être le témoignage qu'on va apporter aujourd'hui avec Baptiste sur le projet qui va nous permettre d'illustrer toute la démarche d'éco-conception. Donc bien sûr, on va apporter des touches à chaque étape et des éléments qu'on va vous montrer. Mais globalement, on reprend les mêmes sujets et on va vous montrer comment on arrive à faire un projet donc éco-conçu à travers ces étapes-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a décidé donc d'illustrer ça à partir d'un cas très concret qui est donc le projet du rapport à impact de L'Oréal, que je vais te laisser présenter, Douglas. Donc se dire, soyons dans le concret, on va vous montrer étape par étape comment ça se transcrit sur un projet. Et donc on va vous parler à chaque fois de qu'est-ce que l'état de l'art sur chaque étape. Donc une étape stratégique, quel est l'état de l'art en éco-conception et comment on l'a appliqué sur ce cas. Oui, le rapport annuel de L'Oréal, c'est bien sûr l'exercice de présentation des résultats annuels financiers et extra-financiers, c'est important de le souligner, mais aussi présentation de la stratégie, présentation des performances d'une entreprise du CAC 40. Alors chez L'Oréal, enfin, ce rapport annuel en particulier, c'est clairement le plus ambitieux dans le paysage français et même au-delà. C'est un support qui reçoit habituellement quelques 2 millions de visites et quelques 7 millions de vues sur les vidéos pour vous donner une idée du trafic. Mais c'est aussi en amont un vrai défi de production. L'Oréal est une des seules entreprises du CAC 40 à proposer un site depuis déjà plusieurs années, aussi riche, disponible en 3 langues, français, anglais, mandarin. Riche en contenu, une vingtaine de vidéos, des visuels qualitatifs maison qui marquent vraiment l'ADN de L'Oréal, des dizaines d'articles, des chiffres clés, des graphiques et des sujets éditorialisés pour bien comprendre effectivement l'année de L'Oréal, sa stratégie et sa performance. Je vous propose de regarder pour voir à quoi ça ressemble cette courte vidéo qui le présente. Alors, comme Clémence, tu le suggérais, on vous propose de balayer les différentes étapes et de voir un peu les bonnes pratiques et comment on l'a appliqué à L'Oréal. Première étape, effectivement, cette phase de stratégie et pourquoi intégrer la démarche de numérique responsable dès la première phase du projet. Pour permettre de corriger certaines évolutions, on va dire négatives du digital. Exemple ici, l'augmentation progressive du poids des pages, plus 16% par an depuis plusieurs années. Ça vient affaiblir les performances du site, ça vient de fait affaiblir mécaniquement les performances SEO. Donc le numérique responsable va permettre de corriger certains biais négatifs comme celui-ci. Et pourquoi dès la phase de stratégie? Parce que plus on intervient tôt, plus l'effet de levier est fort.
il est plus facile finalement de bien définir un plan et de suivre un plan structuré plutôt que d'essayer de post-rationaliser en cours de projet pour réinjecter différents éléments. Clémence, les bonnes pratiques en quelques mots? Donc les bonnes pratiques, comme tu l'as mentionné, quand on fait un projet, on a un objectif souvent précis en tête. Et donc ça va être déjà le premier axe, c'est de définir où est-ce qu'on va. Et par rapport à avoir des KPI qui peuvent être souvent sur une cible d'une audience, d'un nombre de personnes adressées, là on va prendre d'autres éléments quand on fait de l'éco-conception, notamment des éléments environnementaux et sociaux qui sont liés à l'éco-conception. Donc c'est d'avoir une approche qui est plus systémique sur pourquoi on fait ce projet. Donc c'est aussi challenger le besoin, c'est de se dire par exemple dans le cadre de L'Oréal, on refait un site chaque année. Est-ce que finalement on a besoin de refaire un site? Est-ce qu'il y a des parties de cette communication qui peuvent être non numériques? Ça aussi, à chaque fois il faut se poser des questions sur le périmètre du projet. Donc on va challenger ses besoins et surtout dans les objectifs, donc les KPI, qu'il n'y ait pas que des KPI économiques. Alors ils sont toujours présents bien évidemment et justement ils vont être renforcés par l'approche d'éco-conception, on va le voir, mais aussi avoir des objectifs par exemple d'accessibilité en termes social, ce qu'on met sous le chapeau social, ou environnementaux, donc de réduire l'empreinte carbone par exemple de l'exploitation de ce site-là. Et donc ça dès la phase de stratégie, ça va permettre aussi de se dire vers quoi on tend. Donc ici, dans le cadre de L'Oréal, on en reparlera, il y avait un objectif précis, c'était d'obtenir un certificat que délivre Fruger, et c'était le plus haut certificat, le certificat A. Et on est capable d'avoir cet objectif quand on intervient, effectivement, on embarque toutes les parties prenantes dès la stratégie. Aussi, un point important, c'est de savoir d'où l'on part. Donc, comme tu l'as mentionné, ce n'est pas la première fois que L'Oréal faisait ce rapport. Donc, de prendre en compte ce qui avait été fait les années précédentes, de faire un bilan et de voir comment s'améliorer et qu'est-ce qu'on va mettre en place aussi, ça c'était très important. Et puis, un autre élément, c'est bien sûr d'embarquer et donc de sensibiliser les personnes, de partager cette vision de qu'est-ce que l'éco-conception, pourquoi on en parle. Moi, je trouve ça très fort que dans la vidéo de présentation du rapport Impact, ça soit écrit noir sur blanc, ce rapport, il est éco-conçu. Donc ça montre vraiment un engagement, une force, et pour que ce terme il soit utilisé, il faut que tout le monde en ait la même compréhension. Et donc ça, c'est dès la phase initiale du projet, on va expliquer qu'est-ce que l'éco-conception, ça veut dire quoi pour chaque métier qui vont être autour de la table. Donc aujourd'hui, autour de cette table-là, on n'a pas tous le même métier. Donc le rôle de chacun. Et puis surtout, comment ça s'inscrit sur cette feuille de route qui va venir définir l'ensemble du projet. Et dans le cadre, en réalité, du rapport annuel L'Oréal, on est dans un contexte qui est assez propice, parce qu'on est dans le contexte du plan RSE L'Oréal pour le futur 2030. C'est un plan qui dit, voilà, L'Oréal s'engage à ce que ses activités soient respectueuses de l'environnement et s'inscrivent dans les limites planétaires. C'est un plan qui est censé engager l'ensemble des salariés de L'Oréal, mais aussi l'ensemble de ses partenaires et toute sa partie production. Et nous, on arrive avec cette idée que pour continuer à pousser ce plan-là, il va falloir les engager aussi sur la partie digitale et sur cette production responsable de leur rapport annuel. Donc, faire la pédagogie dans un premier temps de la démarche auprès des décideurs dans l'entreprise pour qu'ils valident le principe, et après se donner une feuille de route. La feuille de route qu'on s'est donnée, c'est une feuille de route sur 3 ans, parce que pour 2 raisons un peu simples. La première, c'est qu'on apprend en marchant. Finalement, quand on a commencé à travailler sur le rapport annuel éco-conçu de L'Oréal, c'était la première fois qu'on le faisait et qu'eux le faisaient. Et la deuxième, c'est que finalement, il y a quand même quelques petites contraintes, et notamment des contraintes en termes de design, qui ne sont pas toujours faciles à adopter quand on est L'Oréal et quand voilà, la beauté, c'est notre marché, et que quelqu'un comme moi vient te dire va falloir enlever quelques images d'égérie sur ton rapport annuel pour que tes pages soient moins lourdes. Donc, embarquer, mettre en place le plan sur 3 ans, former l'équipe projet, donc l'équipe chez Epoca, les développeurs et aussi évidemment l'équipe de notre client, qui est composée quand même d'une dizaine de personnes. Et puis se dire, ok, voilà, donc on ne part pas de nulle part, on a déjà fait plusieurs fois un rapport annuel pour L'Oréal avec à peu près la même démarche en termes de contenu et de positionnement.
On va mesurer le poids de ces précédents rapports annuels pour se dire, voilà, on est à telle note, demain il faut qu'on arrive au fameux A dont parlait Clémence, et donc on sait qu'on part de là, il va falloir qu'on améliore sur ces 3 ans pour arriver au maximum. Et évidemment, il y a une réflexion autour de la communication de cette démarche-là, parce que c'est bien de le faire, mais c'est aussi bien de le dire. Et évidemment, on a mis en place au moment du lancement du rapport première année et deuxième année tout un tas de communications, et notamment ce mot d'ordre qui était « Découvrez notre rapport annuel éco-conçu », pour que tout le monde voit bien cette démarche-là. Et par ailleurs, on en parlera après, on a aussi mis quelques fonctionnalités dans le site pour que les gens puissent être eux-mêmes acteurs de cette démarche-là, en rendant le rapport annuel, en cliquant sur un simple bouton, encore plus frugal en termes d'énergie. Pédagogie et sensibilisation, on en reparlera dans quelques minutes. Deuxième étape effectivement du projet, qui est l'étape de conception. Donc là, imaginez une expérience optimale pour tous. Le pour tous est très important. C'est aussi se poser les bonnes questions sur les fonctionnalités à embarquer, alors qu'on sait que 45% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont finalement pas utilisées, ou encore que 70% sont jugées non essentielles. On sait aussi que c'est une phase qui est déterminante, parce que c'est dans cette phase de conception qu'on fait un maximum d'améliorations. 60% des améliorations se jouent à ce moment-là du projet. Et donc effectivement, il y a un enjeu, c'est d'auditer à chaque fois, hein. Dès le début, c'est de venir auditer dès qu'on fait quelque chose. Est-ce qu'on est dans l'état de l'art? Qu'est-ce que l'état de l'art? Donc c'est pas chacun fait son état de l'art, donc il y a des référentiels qui existent. Dans le cadre de L'Oréal, on s'est basé sur notamment un des référentiels qui est le RGESN. Donc, par exemple, c'était le rôle des équipes de Fruger, où nous on connaît sur le bout des doigts ce référentiel, de venir se dire, bah voilà, est-ce qu'on respecte bien ce référentiel? Est-ce que les maquettes qui sont produites sont dans ce cadre des conceptions, et un maximum, comme tu l'as mentionné Baptiste, entre l'état de l'art absolu et la réalité d'un client, et ben, il faut faire des arbitrages. Et donc c'est ça aussi, hein, de faire un audit, ça permet de faire une proposition au client sur laquelle lui puisse faire un étalonnage. Donc dans cette phase de conception, on fait très attention à tout cela, aussi à simplifier effectivement l'expérience client, comme tu l'as mentionné Douglas. On sait, on a les abacs, hein, sur le fait que souvent on demande une liste au Père Noël avec beaucoup de fonctionnalités, ça peut être aussi beaucoup de contenu, et finalement on peut s'éloigner de l'objectif qui est d'avoir un message percutant, impactant et facilement accessible. Et donc c'est ça aussi pendant cette phase de conception qu'on va prendre en compte. Et donc sur ces fonctionnalités, il faut aller les challenger pour faire toute cette optimisation-là. Et cette optimisation, elle est assez naturelle, parce que pour simplifier, en gros, faire un site éco-conçu au moment de la conception, c'est éviter le superflu. Et on le sait bien parce qu'on a tous un peu fait des sites internet, Clémence le disait, mettre trop de fonctionnalités, au-delà du fait qu'effectivement on va avoir un site qui va être trop lourd et qui va demander beaucoup d'énergie pour être affiché sur un écran d'ordinateur, un écran de tablette ou un smartphone, on va surtout avoir un site dans lequel on va se paumer. En tout cas, l'utilisateur va se paumer. Ça sera un site qui sera moins efficace. Donc il y a tout un travail d'évitement de ce superflu sur plusieurs plans. Sur évidemment le plan des contenus, en faisant, alors c'est un gros mot, personne n'aime ce mot-là, de la discrimination des contenus, c'est-à-dire se dire, ok, quels sont les contenus vraiment importants pour les objectifs de mon site internet, sachant que par ailleurs, le site de L'Oréal, c'est beaucoup de contenus à valeur ajoutée, des contenus qui sont inédits, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver dans la galaxie numérique de L'Oréal. Donc c'est ceux-là qu'on va mettre en avant. Et puis les autres, voilà, c'est pas grave, ils sont sur le site Corp, ils sont sur le site Finance, on ne les garde pas. C'est aussi simplifier l'architecture de l'information. Mais là, j'enfonce une porte ouverte. En réalité, c'est vraiment un des piliers de l'UX. Simplifier l'architecture de l'information, ça sert à quoi? Ça sert aussi à ce que les gens ne se perdent pas dans le site et, par exemple, vont sur une page qui ne les intéresse pas. C'est-à-dire que faire en sorte que l'arborescence soit claire, faire en sorte que les rebonds soient précis, contextualisés dans les pages, c'est très important parce que ça fait qu'effectivement, mon utilisateur, il va vraiment visiter les pages qui l'intéressent et il ne va pas perdre son temps et donc son énergie et l'énergie de la planète en visitant le site internet.
Après, évidemment, ça marche aussi sur la lisibilité des contenus, c'est un peu de l'accessibilité, mais c'est de la lisibilité aussi sur le fond, c'est-à-dire être clair, pas en mettre trop, etc. Et puis, on a des petits tips qu'on a mis en place. Là, on voit 2 à l'écran. Donc, c'est les alternatives textuelles pour les vidéos. On en reparlera tout à l'heure au moment du design, mais c'est vrai que la vidéo, aujourd'hui, on sait bien, c'est lourd, et donc du coup, c'est beaucoup de bande passante et beaucoup d'énergie dépensée. Et la conception d'un mode basse consommation, je vous décrirai tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire et quels sont un peu les key features de ce mode-là. Et c'est là où on va embarquer l'utilisateur, parce que c'est l'utilisateur qui va décider d'activer ce mode basse consommation avec une expérience identique que le mode classique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de ne pas dégrader. De toute façon, quand on conçoit, on éco-conçu, soit on ne veut pas dégrader. Et quand on full éco-conçoit, donc avec le mode basse consommation, l'objectif, c'est évidemment de baisser la consommation tout en ayant un site toujours aussi clair, aussi beau et aussi sympa à naviguer. Ouais, des choix forts qui ont été faits dans cette phase de conception. On va voir comment ça se traduit graphiquement justement dans cette 3e phase où l'objectif c'est d'imaginer, c'est d'appliquer l'identité digitale de la marque tout en gardant à l'esprit les besoins fondamentaux des utilisateurs et les enjeux de sobriété qui ont été définis dans les phases précédentes. C'est vraiment ici, on est au cœur du projet et c'est aussi là le challenge de ne pas perdre de vue la cible qu'on s'est fixée, notamment en termes de numérique responsable, de sobriété. 17% de la population française concernée par l'électronisme, 12 millions de personnes en situation de handicap en France, forcément ça nécessite d'adapter nos interfaces, c'est indispensable. 60% des flux de données issus de la consommation de vidéos en ligne, tu en parlais Baptiste, là aussi si on veut réduire notre empreinte environnementale, ça oblige à se poser les bonnes questions, à faire des choix forts. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est sur l'état de l'art et notamment dans le cadre de L'Oréal. Donc il y a encore une fois les référentiels existent. Donc ça aussi, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que montre, ce qu'on illustre avec le projet de L'Oréal et ce qu'illustre Baptiste, c'est qu'il y a plein de choses qui, je pense, quand on l'écoute, on se dit mais ça tombe sous le sens en fait. Et c'est ce qu'on vous disait dès le début. L'idée c'est un projet, vous connaissez un projet, mais souvent on oublie d'appliquer ces bonnes pratiques et ces choses qui paraissent en théorie tout à fait sensées. Et puis en fait, quand on est pris dans l'action avec différentes parties prenantes, parfois on oublie de mettre en place. Et donc, par exemple, il y a, cette image illustre une hiérarchisation des polices, ce qui est très important parce que parfois, finalement, on va avoir différents acteurs sur différentes pages, différents contributeurs, et puis on va avoir des identités pour chaque sujet, et d'avoir une police lissée et hiérarchisée à travers le site va permettre justement aussi la navigation. Va permettre de pouvoir s'y retrouver et donc aussi faciliter l'accessibilité. Tu parlais d'électronisme mais aussi de personnes à déficience visuelle, ça en fait partie. Avoir des polices qui soient identiques dans l'ensemble du site permet une navigation beaucoup plus simple, et même pour des personnes qui ne sont pas victimes de déficience visuelle, même c'est un soulagement, ça enlève aussi une fatigue visuelle. Donc c'est tout ça qu'on prend en compte et ce qu'on a aussi mis en place au sein de L'Oréal. Et il y a aussi tout le fait d'établir un design system. Donc c'est vraiment d'aller comprendre d'avoir justement cette approche modulaire. Et donc pourquoi une approche modulaire? Parce que ça permet d'avoir un noyau et par module de vraiment cibler le référentiel, de bien définir et pas de se perdre dans une galaxie de demandes et de volonté de chacun. Et donc se dire, ok, ce module-là, comment il va s'interfacer à l'autre? Est-ce que surtout avoir une cohérence? En fait, c'est ça qu'on va chercher dans le design system, c'est d'avoir une cohérence entre les modules et qu'on puisse réutiliser. On est aussi dans cette logique de simplification quand on fait de l'éco-conception. Et simplification, encore une fois, ça ne veut pas dire une dégradation, bien au contraire. Se dire, c'est d'être plus efficace et plus performant en disant, ah mais en fait, ce qui a été fait sur cette partie-là du site, en fait, je peux la réutiliser ailleurs. Et finalement, ça va me simplifier la navigation, ça va me réduire mon coût de développement. Et puis on a toutes ces briques-là et sur lesquelles on va pouvoir revenir. Donc vraiment cette approche qui, à chaque fois qu'on va penser finalement en termes d'expérience utilisateur, va avoir un double impact environnemental et social. Et en fait, c'est ça qui est très chouette, c'est qu'on garde l'utilisateur au centre et on va avoir des conséquences plus RSE, si je puis dire.
Oui, et effectivement, sur le sujet du design system, c'est quelque chose qu'on a plutôt l'habitude d'utiliser sur des sites qui sont des sites commerciaux, des sites de vente, etc. Des très gros sites comme La Poste, où on sait qu'on va travailler 3 ans sur ce site-là, à rajouter des modules, des modules, des modules, des modules. Là, l'objectif, c'était surtout d'avoir à un moment une big picture de tous les modules qu'on pouvait avoir dans le site. Sur la partie design, en réalité, voilà, on se dit, OK, on a fait le job sur la partie conception. On sait quel contenu on va mettre, on sait quelles fonctionnalités on va mettre, on sait quelles vont être nos key features pour faire la promotion de l'éco-conception sur le site, mais quelle tête ça va avoir. Quelle tête ça va avoir, ça veut dire effectivement rentrer dans une charte graphique, rentrer dans un univers qui est très fort, c'est l'univers de la beauté, hein, beaucoup de très beaux visuels. Et donc, du coup, on va construire ce design system en se disant, voilà, potentiellement, on pourrait avoir 50 modules pour construire les 40 pages du site Internet. Sauf que non, en réalité, parce que ce module-ci et celui-là, ils sont très proches. Donc, comme notre objectif, c'est d'avoir des pages qui sont moins lourdes, en fait, tout simplement moins lourdes en kilo-octets la page, et ben non, on va dire ce module-là, on le met de côté, c'est le même que celui-ci, hop, on utilise le premier. Donc, un gros travail pour optimiser le nombre de modules, pour favoriser la réutilisation de cela. Beaucoup de travail aussi pour faire comprendre que tout ce qui est animation, et qui sont des animations qui peuvent parfois être superflues, et même parfois nuire à la lecture du site, c'est à proscrire. Parce qu'une animation de parallaxe pour présenter un graphique comme celui qu'on a ici face à l'écran, voilà, c'est pas utile pour comprendre le graphique, et c'est beaucoup de fichiers JavaScript pour que le graphique s'ouvre comme ça, fasse papa-maman, etc. Donc éviter les animations trop lourdes, bannir tout ce qui va être vidéo à lecture automatique. Bon, ça, de toute façon, c'est interdit. C'est-à-dire que Google dit depuis plusieurs années, on n'a pas le droit de, au moment du chargement d'une page, lancer une vidéo. C'est interdit, donc il faut arrêter de le faire. Et puis ça évite qu'effectivement, la personne qui n'est pas intéressée par cette vidéo-là, parce qu'il y a d'autres contenus sur la page, et que la vidéo intervient au milieu, et que bon, c'est pas forcément ça que j'ai envie de lire, et ben charge encore des mégaoctets de data, et consomme à nouveau encore de l'énergie. On parlait, Clémence parlait en parlant du design system de toute la partie police. Une police de caractère, ça a un coût en termes de poids. Donc effectivement, se dire, voilà, on va essayer dans la mesure du possible d'utiliser ce qu'on appelle des polices variables, qui sont des fichiers qui sont un peu moins lourds, et puis éviter d'utiliser 15 typographies différentes sur le site, qui va faire qu'en plus, ça va être plus lisible, en plus de plus simple et moins lourd en termes de consommation de données, et ben c'est mieux. Et donc du coup, effectivement, c'est quelque chose qu'on a arrivé à faire la première année, la deuxième année, en réduisant tout ça, tout en ayant quand même une expérience de design qui est satisfaisante. En tout cas, moi, je la trouve satisfaisante, donc je vous invite à aller la regarder pour voir si elle vous intéresse aussi. Et donc, je vous parlais du mode basse consommation. Donc le mode basse consommation, ça va être une manière un peu différente de naviguer dans le site. Ça va être un petit bouton, un petit toggle, un petit switch, un bouton on-off qu'il y a en haut du site et qui va un peu changer le site sur 4, on va dire, grandes features. La première, c'est, et c'est celle qu'on voit le mieux, mais c'est peut-être celle qui est la moins intéressante en termes de frugalité, c'est le mode sombre. Le mode sombre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur certains écrans, on va avoir moins de consommation d'énergie parce qu'un pixel noir, c'est un pixel qui est éteint. Donc on comprend, hein, un pixel noir, un pixel éteint, ça veut dire que l'écran consomme moins d'énergie. Alors ça marche plutôt sur les écrans de grande qualité, sur les iPhones, sur les Samsung, etc. Donc c'est pas ça qui nous rapporte le plus en termes de baisse de consommation, mais c'est intéressant parce que, évidemment, l'utilisateur, il voit qu'il y a un mode spécial basse consommation. Et puis, de toute façon, en termes d'accessibilité, c'est plutôt pas mal, parce que ça nous permet d'avoir des forts contrastes entre les éléments typographiques, visuels, etc., et le fond. Et donc, du coup, voilà, on va cocher une des cases de la responsabilité sociale, parce que là, on a parlé beaucoup de responsabilité environnementale et pas encore trop de responsabilité sociale. Donc on va avoir ce dark mode, on va avoir les images du site qui vont passer en images à la demande. Donc toutes les images du site disparaissent, alors modulo quand même l'image de Hiro, parce que c'est quand même un peu important de montrer les égéries L'Oréal, hein, et voilà. Et si je lis un article et que j'ai envie de voir l'image qui est adossée à cet article-là,
moi, en tant qu'utilisateur qui a mis en place le mode basse consommation, je choisis de cliquer sur un bouton pour charger uniquement l'image qui m'intéresse. Et oui, les images, en fait, finalement, c'est ce qui est le plus lourd dans les pages. Et encore une fois, notre objectif, c'est de faire des pages moins lourdes. Donc, on a notre sombre, nos images à la demande, les tableaux. Donc là, encore un exemple, c'est effectivement nos graphiques vont passer en mode tableau. Donc, en réalité, la donnée qu'on propose, c'est la même donnée, sauf que voilà, il y a un fichier en moins qu'on va charger. Et l'utilisateur, s'il le souhaite, encore une fois, il va pouvoir cliquer sur un bouton pour voir le joli graphique, l'histogramme, la courbe, etc., etc. Mais il peut tout à fait le lire en mode tableau. Et enfin, et on en parlait tout à l'heure, les vidéos, et c'est la possibilité de consommer la vidéo en mode texte. Donc chaque vidéo du site internet du rapport annuel de L'Oréal a une alternative textuelle. Et donc du coup, on n'est pas obligé, entre guillemets, de consommer de la data pour comprendre ce qui est dit dans la vidéo et pour avoir l'essentiel de ce que raconte la page. Sachant qu'en plus, et j'en ai pas parlé au moment de la phase de conception, on est encore une fois sur 3 ans. Donc la première année, effectivement, on avait 20 vidéos. Là, la deuxième année, on est plutôt autour de la dizaine, et puis on verra l'année prochaine. Donc, on commence à être un petit peu embêté là, parce qu'on a quand même maintenant une très bonne note. Donc on ne sait plus trop ce qu'on va faire, mais je pense qu'on a encore plein d'idées. Et effectivement, travailler sur les vidéos, c'est important. Et donc, je le disais, là, on a parlé beaucoup de responsabilités environnementales, mais il y a aussi les responsabilités sociales. Et la responsabilité sociale, comment ça se traduit sur le site L'Oréal, c'est le site accessible. Vous connaissez tous le terme. C'est l'accessibilité accessible à tous les devices. Ça veut dire qu'effectivement, le site est full responsive. Donc, je vais aussi bien pouvoir naviguer dessus en desktop, grand écran, petit écran, tablette et mobile. Mais ça fait partie de ce qui est monitoré pour décider que notre site il est responsable, parce qu'il y a cette branche responsabilité sociale, et l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est davantage une accessibilité technique. J'ai parlé évidemment de la partie contraste, mais c'est aussi beaucoup de travail en termes de développement informatique pour que quelqu'un qui est malvoyant, par exemple, puisse utiliser une machine qui va lui lire le texte ou qui va le retranscrire en braille, etc. etc. Ouais, effectivement, Baptiste, tu fais la transition avec la phase suivante qui est la phase de développement. Donc c'est le moment où on va rendre tangible finalement le service numérique en optimisant le code, les requêtes. Ici se joue 15% encore du travail d'optimisation, côté applicatif, 25% côté infra. Clémence, quelques éléments justement pour monitorer tous ces éléments. Et c'est super intéressant de se dire, voilà, on a souvent l'idée préconçue que c'est le dev qui va avoir, où il va y avoir les gros efforts à faire pour réduire son empreinte ou l'améliorer, ça dépend le point de vue tant social qu'environnemental. Et en fait, on se rend compte que non, c'est dès la phase de stratégie, c'est tout ce qui va découler pour arriver que les personnes qui récupèrent donc, les maquettes, les plans et qui vont concevoir, finalement, elles ont, bien sûr, il y a un enjeu, mais si ça a été adressé en amont, l'enjeu, il va être assez minime. C'est minime. Alors, si c'est bien fait, on va le voir, et c'est pour ça qu'on trace dès les phases de développement, parce qu'effectivement, on peut avoir une énorme dérive aussi pendant les phases de conception si on ne mesure pas cette phase de conception. Mais avant ça, effectivement, sur la phase de développement, il y a des choix techniques qui vont être pris en compte, qui sont très importants. Dans le contexte au tout début de la présentation, tu as rappelé que aujourd'hui la pollution venait principalement de la fabrication des devices, donc tout ce qui va être écran, ordinateur, téléphone, etc. Et il y a aussi une partie effectivement data center qui n'est pas la plus importante, mais qui joue dans cette phase. Donc c'est là où on va héberger les données. Donc il y a un enjeu de RGPD. Ça qui est toujours très très présent, qu'on mentionne ici peu dans cette présentation, mais qu'on prend toujours en compte en fait, quand on fait aussi de l'éco-conception, quand on parle plutôt de numérique responsable. Mais il y a aussi effectivement un enjeu de, en fonction de où sont hébergés vos data centers et chez qui, donc où d'un point de vue régional, et chez quel hébergeur, ça va aussi avoir une empreinte, un impact sur votre empreinte. Il y a des hébergeurs qui sont plus green que d'autres parce qu'ils utilisent davantage d'énergie renouvelable, parce qu'ils ont mis en place tout un système d'optimisation de l'eau qui est aussi très important, de retraitement des baies. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet, l'hébergement.
encore une fois, sur la partie sécurité, mais sur la partie aussi empreinte. Aussi, tu mentionnais de rendre le site accessible sur différents devices, mais c'est aussi à quelle version de device on le rend accessible. Ça, c'est aussi très important à prendre en compte. C'est très bien d'avoir un même site qui soit responsive, c'est-à-dire que les gens n'ont pas à changer de matériel ou à en racheter ou à demander aux voisins. Ils peuvent y accéder, peu importe le device qu'ils ont entre les mains. Mais ça a aussi l'important, c'est de ne pas engager un processus d'achat si par exemple vous fonctionnez que sur les dernières versions d'iOS ou sur un écran qui doit avoir une définition en pixels extrêmement forte. Ça aussi, on va le prendre en compte. C'est de se dire, sur un maximum de serveurs, sur un maximum de versions, le fait de développer ce site-là, ça va permettre aux personnes qui ont des devices plutôt anciens, d'anciennes versions, de quand même avoir accès à l'information. Alors l'information au sens très large, hein, on parle de communication ici, mais voilà, d'avoir cet aspect-là. Donc ça, on va le prendre en compte, c'est important. Aussi sur la technologie liée au code. Effectivement, on parlait tout à l'heure des polices. Alors effectivement, même les polices ont un poids en fonction. Alors c'est pas que d'avoir plein de polices différentes qui fait que vous cumulez des fichiers, c'est aussi le type de police que vous prenez va avoir des poids différents. Mais c'est surtout le code que vous utilisez. Il y a des codes qui sont plus ou moins lourds, le nombre de bases de données que vous appelez, etc. Et donc tout ça, dans les phases de développement, on va aller optimiser cela. Et donc encore une fois, soyez pas perdus. L'idée, ce qu'on fait avec Fruger, mais maintenant vous êtes aussi formés, c'est qu'il y a des référentiels, en tout cas il y a des personnes qui peuvent vous guider sur ces bonnes pratiques et se dire mais qu'est-ce que vous n'avez pas à faire toute l'étude de marché sur quel hébergeur choisir, sur quel type de code, etc. Donc c'est aussi assez simple finalement à les mettre en place. Et enfin, moi, je l'ai mentionné, hein, mais ok, le nombre de requêtes, mais aussi le nombre de trackers qu'on va mettre à travers le site. Donc souvent, c'est des choses qui vont être très utilisées pour de la SEO, mais aussi pour comprendre l'audience. Et en fait, on se rend compte qu'on est capable d'optimiser. On n'est pas obligé de mettre 10 000 trackers à travers le site, que finalement, un peu, on parlait des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Ça va être le cas aussi pour les trackers. Qu'est-ce qu'on va vraiment chercher, qu'est-ce qu'on va utiliser comme données. Et donc là, qu'est-ce que l'image qui illustre la partie développement? Donc ça, c'est le tableau de bord de Fruger. Donc je l'ai très rapidement évoqué. Donc Fruger, ça permet d'analyser l'empreinte environnementale et sociale des sites qu'on conçoit. Donc ça peut être des sites de communication ou des sites, des applicatifs métiers. Et pourquoi dès la phase de développement? Et parce qu'en fait, dès la phase de développement, on est capable de faire cette analyse et donc de suivre justement pour qu'il n'y ait pas de dérive. C'est un peu comme si vous arrivez, moi j'aime beaucoup cette analogie, vous arrivez sur un chantier, l'architecte a fait tous les plans parfaitement, c'est dans l'état de l'art, c'est nickel. Vous le donnez au maçon et puis vous revenez à la fin du chantier. Si vous n'avez pas suivi le chantier, c'est un peu la maison de numéro bis, enfin, ou ça peut l'être. Voilà. Bon, et donc l'idée, c'est aussi avec l'outil Fruger d'avoir ce suivi pour être sûr qu'on soit dans les clous et surtout suivre cette empreinte et pour ne pas avoir de surprise quand on passe à la mise en production. Mais Oui, effectivement. Alors bon, là, moi, c'est vrai que je suis un peu moins expert et peut-être que je vais faire de la pédagogie, c'est-à-dire répéter ce que Clémence a dit. Mais comme on l'a dit sur la partie conception et design, on a un objectif clair, c'est réduire le poids des pages. Donc réduire le poids des pages par moins de contenu dedans, du contenu de meilleure qualité, etc. etc. Mais aussi réduire le poids des pages en ayant un code de page qui est vraiment optimisé. C'est-à-dire que en fait, écrire une page web en HTML, c'est comme écrire un texte. C'est-à-dire qu'on peut prendre plein de circonvolutions ou on peut aller droit au but. Donc là, l'objectif, c'est d'aller droit au but en termes de code HTML, CSS pour que les pages fassent un poids le plus raisonnable possible, tout en, évidemment, étant satisfaisantes par rapport à ce qu'on a conçu et ce qu'on a designé préalablement. Réduire le nombre de requêtes serveurs. Là, en l'occurrence, comment ça peut se faire? Soit, effectivement, vous allez avoir ce qu'on appelle un CMS, type WordPress, Drupal, etc. Il va y avoir un gros travail d'audit sur comment il est paramétré. Est-ce que je n'ai pas des plugins en trop, qu'il faut que je désinstalle ou que je désactive pour qu'à chaque fois qu'on arrive sur une page, j'appelle pas le serveur tout le temps pour lui demander des choses. Sur le projet L'Oréal, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en fait,
on construit le site avec WordPress, on crée ce qu'on appelle un export HTML, c'est-à-dire que le site, il est entre guillemets statique, il est en full HTML, et c'est ça qu'on publie sur Internet. Donc c'est-à-dire que du coup, on a beaucoup moins de requêtes qui vont être des requêtes un peu techniques d'appel des bases de données, etc. On va aussi utiliser la mémoire cache des ordinateurs de nos utilisateurs. À quoi ça sert? En fait, voilà, je vais sur une page, je vais charger des données, je vais charger des images, du texte, des graphiques, des couleurs et une typographie. Voilà, on parlait de fichiers typographie. Une fois que je l'ai chargé, l'objectif, c'est que quand je vais sur une autre page, si j'utilise la même typographie, je ne vais pas aller rechercher le fichier de la typo que je viens de charger 3 secondes avant. Et donc, du coup, c'est resté sur l'ordinateur de mon utilisateur. Et si je retourne sur la page précédente, si j'avais chargé une image, parce que je n'utilise pas le mode de consommation, eh l'image est toujours sur mon ordinateur. Donc, je ne vais pas redemander au serveur, qui est parfois à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, de me redonner la donnée. Donc, utiliser la mémoire cache et compresser tout ce qui va être contenu riche. Les contenus riches, c'est les images et les vidéos. Sur ce sujet images, on travaille avec un partenaire qui s'appelle TweetPix, dont c'est le métier en fait de interroger le paramétrage, on va dire, de l'utilisateur. Voilà, cette personne-là, elle a telle connexion Internet, elle va afficher l'image dans telle taille, et en fait, je vais lui donner l'image la plus optimale possible. C'est-à-dire qu'à chaque utilisateur, qui va avoir un paramétrage différent, qui de la tablette, qui de le smartphone, etc., je vais donner une image la plus optimale possible pour que ça soit beau, et que je ne charge pas une image en très grande taille alors que j'affiche ça sur un tout petit écran. Donc ça, c'est le travail que fait TweetPix. C'est quelque chose qui est fait automatiquement, c'est-à-dire que ça ne se voit pas en fait, hein, je n'attends pas que ça se charge sur la page. Et c'est aussi le travail que fait YouTube, puisque, ça vous le savez tous, hein, YouTube, à chaque fois que vous allez regarder une vidéo, il va faire exactement le même exercice, il va se dire, lui, il est dans le métro, donc il est en 3G, et je ne vais pas lui donner la vidéo en full 4K, parce que de toute façon, ça va mettre beaucoup trop de temps à charger, et il va partir pour aller voir une vidéo sur Vimeo. Et puis en plus, ça va utiliser moins de données, et donc du coup, je vais être moins énergivore. Et enfin, on parlait de l'hébergement, effectivement. Pourquoi pas? Et ça a quand même un gros impact. Essayer de trouver un hébergeur qui s'engage sur des critères de performance environnementale, qui, pourquoi pas, aussi utilise des énergies renouvelables. Alors on le sait, hein, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment le 100% énergie renouvelable dans l'hébergement, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts pour proposer des offres qui sont satisfaisantes, qui vraiment marquent le pas par rapport à ce qu'on avait avant. Et il y a une dernière chose, ça s'appelle la mise en place des outils de mirroring, les CDN, qui font qu'effectivement, moi, mon site internet, voilà, je l'ai mis à cet endroit-là, donc admettons à Montpellier, mais je le fréquente à Bruxelles, et en fait, le CDN, il a créé un site miroir près de Bruxelles, et qui fait que la data, elle va faire moins de kilomètres pour arriver jusqu'à mon ordinateur. Donc ça, c'est hyper important, parce que c'est encore une fois beaucoup moins d'énergie dépensée. Et par ailleurs, les sites qui n'utilisent pas de CDN, on le voit bien, hein, la page, si c'est hébergé un peu loin, elle met un peu de temps à s'afficher. Et on sait bien qu'une page qui ne s'affiche pas tout de suite, c'est une page qui ne va pas être consultée au profit d'un autre site internet. Ouais, c'est effectivement ce qu'on va vérifier dans la dernière étape du projet, contrôle qualité, donc la recette, mais aussi la mesure et l'optimisation. L'idée, c'est d'éviter que notre service numérique finisse comme 25% des applications développées qui ne sont pas utilisées, souvent justement faute d'avoir bien réussi toutes les étapes précédentes, aussi faute d'avoir peut-être pas suffisamment passé de temps sur cette dernière étape de mesure et d'optimisation. Clémence, Baptiste, je vous lance un challenge, c'est de faire cette dernière partie en 1 minute chacun pour ne pas trop déborder sur le temps. Merci Douglas pour ce challenge, on adore. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est parce qu'après on a beaucoup parlé d'empreinte environnementale, etc., mais qu'à chaque fois, en fait, tout ce qu'on fait, c'est avec l'objectif de l'utilisateur et du client au centre.
En fait, quand on allège le poids des requêtes, quand on allège les typos, etc., c'est à chaque fois pour plus de lisibilité, c'est pour avoir plus d'impact. C'est exactement comme vous le mentionniez, le poids des pages, une page qui met du temps à s'afficher. La légende dit, parce qu'on recherchait la source, on ne l'a pas retrouvée, mais moi j'avais lu qu'une seconde de chargement, vous perdez 30% de votre audimat et 3 secondes de chargement, c'est 50%. Donc il y a un vrai enjeu. Vous mettez du temps, de l'investissement, vous mobilisez les équipes autour d'un projet de communication. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 50% de votre audimat parce que ça a été mal conçu, mais que c'est trop lourd ou parce que vous n'avez pas de CDN. Donc, contrôle qualité, étape effectivement très importante et qui, justement, c'est l'enjeu d'une démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est un peu le plot twist, on va le voir sur la suite, mais c'est ce qu'on a essayé d'évoquer, hein, c'est qu'à chaque fois, au cours du projet, de ces différentes étapes, on fait très attention à l'objectif, on a des KPI qui sont très bien définis, et c'est vraiment s'inscrire dans cette démarche. Et donc, c'est de se challenger. C'est pas d'attendre, tu parlais de cycle en V, hein, pour ceux qui ne connaissent pas dans le développement informatique en une minute. Un cycle en V, c'est l'expression de besoin. Hop, ça part en tunnel, développement, et puis on vous sort le produit fini. Là, c'est d'être dans l'itération et de se dire, on a fait des premiers développements, on va se mesurer, on va se challenger, on va voir qu'est-ce qui... Parce que souvent, en fait, ces premières mesures, on se rend compte qu'on pensait être partie de l'état de l'art, mais finalement, on a quand même grévé les scores. Et donc, qu'est-ce qu'on doit optimiser, qu'est-ce qu'on améliore. Et donc, c'est l'extrait que vous voyez. Frugger propose un module de recommandation qui est inclus dans l'outil et qui permet, voilà, vous avez la mesure, ok, c'est chouette, mais comment vous améliorer, et on vous dit précisément qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Donc, effectivement, tu l'as mentionné, poids des images, nombre de requêtes, la typo et en accessibilité. Et donc, l'idée, c'est ça dès la phase de développement pour quand on est en production et même après la production, quand on fait des évolutions, de rester à l'objectif. On reparlera du score tout à l'heure, mais l'idée, c'est pas être que dans l'affichage. Bon, allez, 1 minute. Moi, je vais le faire en 30 secondes, c'est facile, je dois lire un tableau. Donc, démarche en 3 ans. Ici, on a effectivement 3 années, mais je vous ai dit qu'on était à la 2e année. Donc, la première année, c'est l'année de test. L'année 2020, on n'avait pas encore mis en place l'éco-conception, où on avait 78% des pages qui étaient au-dessus de 2,5 mégas, ce qui est beaucoup. Aujourd'hui, en 2022, donc après 2 itérations d'éco-conception, on est à 100% des pages qui sont en dessous, et même bien en dessous des 2,5 mégas, où on produisait 315 équivalents CO2, kilos équivalents CO2 par an et par page, et là où on est passé à 105, et où on était à 48 requêtes par chargement de page, et on est passé à 10, soit 78% de moins que par rapport à l'année dernière déjà, donc vraiment beaucoup de travail, c'est pour ça qu'on en a pas mal parlé, et 79% de moins par rapport à 2020. Oui, ce qu'il faut voir ici, c'est que tout ça est finalement mesurable. On disait d'ailleurs que, voilà, en introduction, qu'on avait un schéma qui était très linéaire. La réalité, c'est qu'on est plutôt dans une démarche d'amélioration continue. Clémence, tu l'évoquais il y a quelques secondes. L'objectif, c'est évidemment de ne pas s'arrêter au contrôle qualité, à une recette fonctionnelle seulement. C'est bien sûr de faire de la mesure, de faire de l'optimisation au long cours. Et comme tu le disais, Baptiste, encore une fois, ici avec L'Oréal, c'est un projet c'est un produit maintenant, ce rapport annuel, c'est un produit digital qui est optimisé chaque année. Peut-être le dernier volet concerne la communication et la sensibilisation autour du projet. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'encourager d'autres acteurs, d'autres parties prenantes, internes ou externes, à faire les mêmes efforts que vous. C'est-à-dire qu'elles soient exposées à ces messages, qu'elles comprennent l'intérêt et aussi de les embarquer dans cette démarche. Il y a 3 moyens, en tout cas, qui vont être tout de suite mis en place à la suite de ces grandes étapes. Un, c'est la certification. L'outil Frugger permet effectivement d'obtenir une note sur 100 et en fonction de la note d'avoir ce système de certification de A à E. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un élément visuel, c'est très visible, c'est très facilement compréhensible. On connaît les codes ici qu'on peut trouver dans d'autres systèmes d'évaluation, et donc c'est quelque chose que vous pouvez afficher sur votre site, sur votre service numérique, et qui sera très facilement reconnaissable et compréhensible. Le deuxième élément de valorisation, c'est tout ce qui va être autour des éléments de langage et de la pédagogie.
Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail et comprendre ce qu'il y a derrière ce petit certificat. Là, c'est quelque chose sur lequel l'agence peut bien sûr vous accompagner, comme on l'a fait avec L'Oréal, c'est de décrire la démarche avec aussi un langage clair, des éléments simples de compréhension pour des non-experts. Ici, on est sur le site, le rapport annuel de L'Oréal, on s'adresse à un public majoritairement financier, pas du tout expert du digital, pas du tout expert de l'éco-conception. Donc l'objectif, c'est aussi d'être très pédagogue, d'être dans une vulgarisation, mais qui reste utile, bien évidemment. Et le troisième élément, c'était surtout pour souligner que finalement, ce projet-là, Baptiste, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, on va supprimer les animations, peut-être supprimer le parallaxe sur les sites, etc. Et c'est vrai qu'une des premières réactions quand on sensibilise nos clients à ce sujet, c'est de se dire, bah, du coup, on va avoir un site en noir et blanc ou avec un filtre vert, pas d'image, ça va être tout moche, ça va pas être terrible. On fait aussi un peu exprès de prendre le cas du rapport annuel de L'Oréal, qui est une entreprise dans le monde de la beauté et de la cosmétique. Bien sûr, ça reste un rapport annuel qui est très joli. Encore une fois, je suis partie prenante, donc mais je vous laisserai juger par vous-même. Mais voilà, si on arrive à le faire avec L'Oréal, on peut le faire dans beaucoup de domaines tout en gardant un produit de haute qualité et encore assez sexy. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on enlève les animations et certains éléments que le projet devient ennuyeux. Loin de là, on le voit, on a eu quelques prix, quelques grands prix en communication sur ces sujets-là. En conclusion, vous l'aurez compris, le numérique responsable, de notre point de vue, n'est plus une option. Ce n'est pas le petit truc en plus qu'il faut faire. C'est vraiment à mettre au cœur de vos démarches, de vos démarches projets. Et vous le voyez, ce n'est pas révolutionner, ce n'est pas complètement renverser la méthodologie de vos projets. C'est juste ajouter à chaque étape les bonnes pratiques et prendre en compte ces enjeux-là. C'est comme le SEO, c'est comme l'accessibilité. C'est comme la RGPD, ce sont des choses qui de toute façon, on en est certain, vont devenir des obligations légales très vite. Donc plus tôt vous les prendrez en considération, plus en avance vous serez et plus ce sera simple demain de vous conformer aussi à la réglementation. Et puis au-delà de la réglementation, il y a des enjeux environnementaux sur lesquels on ne va pas revenir, mais que vous avez bien sûr en tête si vous avez assisté à ce webinaire a priori. Merci à tous et pour ceux qui sont en présentiel, à tout de suite pour continuer les échanges. Merci pour ceux qui nous ont suivis à distance. Merci Baptiste, merci Clémence. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée à tous.